Bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Nouvelle vidéo sur un sujet qu'on n'a pas trop abordé encore sur la chaîne et qui pourtant me paraît absolument essentiel, voire vital et primordial. Donc il était grand temps de faire une vidéo sur ce sujet. J'ai mis du temps à me décider à la faire parce que je sais très bien que ce que je vais y dire paraîtra fou pour certains, très polémique pour d'autres. Peut-être certains vont se désabonner de la chaîne suite à cette vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres qui viendront s'abonner à la place, en lieu et place de ceux qui seront partis. En tout cas, je sais que le sujet ne va pas laisser indifférent, amènera sans doute à des questions, des reproches, des jugements. En tout cas, il me semble absolument primordial maintenant de dire ce que j'ai sur le cœur par rapport à ce sujet et d'avancer le pion, comme on dit. Donc, avec un titre comme celui-là, de la souffrance animale, vous vous doutez bien de quoi on va parler. Et tout ce que je vais y dire n'engage évidemment absolument que moi. Tout ce que je vais exposer là, ce sont mes croyances, c'est ce en quoi je crois, ce que j'ai envie de mettre en avant et de promouvoir d'une certaine façon. Par conséquent, ça n'engage que moi et j'ai pas du tout vocation à penser que ce que je vais dire est une vérité absolue, ni indiscutable, bien au contraire, c'est ouvert, c'est discutable. Sachez que je n'ai pas d'intolérance par rapport aux gens qui mangent de la viande. Je n'ai pas de haine non plus pour ceux qui mangent de la viande, ni pour ceux qui tuent les animaux. Je crois que si on dit que on veut se préoccuper de la souffrance animale, nécessairement on doit aussi penser à la souffrance humaine qui va de pair. On ne peut pas, à mes yeux, défendre la cause animale et détester les bouchers, détester les chasseurs, appeler même au meurtre, ou aller casser leurs biens matériels, ou leur faire des menaces. Je pense pas que ce soit la bonne solution. Je crois vraiment que défendre les animaux et vouloir qu'il n'y ait plus de souffrance pour les animaux est une cause noble et juste, mais aucune cause noble et juste ne peut justifier la violence, les menaces ou la haine. Euh, Si on aime vraiment les animaux, qu'on ne veut pas qu'ils souffrent, on doit aussi nécessairement apprendre à aimer les êtres humains et à ne pas vouloir qu'ils souffrent non plus, autrement j'y vois une incohérence. Donc n'attendez pas de moi un discours radical de vegan extrémiste, entre guillemets. Je pense qu'ils sont très très peu nombreux, ils ont été mis en épingle pendant un moment parce que ça arrangeait bien tous les lobbies de la viande de mettre en avant le côté extrême de certains véganes. Mais je crois pas que ce soit non plus la solution, parce ils sont très peu nombreux, et que si, comme je viens de le dire, ils ont vraiment de la compassion pour les animaux, ils devront réussir à élargir leur compassion aux êtres humains, y compris à ceux qui font du mal aux animaux, en essayant de comprendre qu'il y a une forme, à mes yeux, d'aveuglement et d'inconscience quand on fait du mal aux animaux et quand on les fait souffrir. Voilà, donc ça c'était le préambule à cette vidéo qui me paraît super important. Maintenant, la première réflexion qui me vient par rapport au végétarisme, c'est que notre société a une capacité absolument folle à dissocier les animaux que l'on aime et qu'on admire même parfois de ceux qui passent à la casserole. Je me pose souvent cette question de savoir à quel âge un enfant occidental peut comprendre et découvre quel est le sort d'une vache, d'un poulet ou d'un gentil petit agneau. Parce qu'il y a quand même des choses dont on ne parle jamais, qu'on ne dit pas et surtout qu'on ne montre pas. En fait, quel parent prendrait bien le risque d'expliquer à son enfant que le petit poussin qu'il peut voir à la télé vivra très bientôt dans une cage trop petite pour qu'il puisse seulement se retourner, avec de la lumière 24 heures sur 24 au-dessus de sa tête, 7 jours sur 7, et le tout en environnement concentrationnaire, et exploité jusqu'à ce que mort s'en suive. Quel enfant pourrait accepter une chose pareille et ne pas s'indigner? Quel enfant, s'il savait cela, et je prends l'exemple seulement de ces poules pondeuses, vous l'avez compris, ne trouverait pas ça ignoble et demanderait à ses parents comment c'est possible et comment on peut continuer à manger
les œufs de ces pauvres poules sans pattes, sans ailes, enfermées dans des cages qui font juste la taille minimum, avec de la lumière en permanence pour qu'elles soient plus productives et qu'elles n'aient plus de notion de nuit et de jour, dont les poussins mâles sont passés directement à la broyeuse parce qu'ils ne servent à rien, et qui, dès qu'elles ne seront plus en capacité de produire autant d'œufs qu'il le faudrait, eh bien, sont immédiatement trucidés et mangés. Je pense qu'aucun petit enfant, si on lui expliquait cela, n'aurait envie de continuer à manger des œufs et il trouverait ça sans doute absolument ignoble et absolument aussi indigne de notre condition d'être humain. Et tout ça, donc, eh bien, on n'en parle pas, on ne le montre surtout pas, et il est même interdit de le montrer, puisque comme on l'a vu au travers de cette association L214, à chaque fois que des gens se sont risqués et se risquent à faire des photos et des films des conditions d'élevage des animaux, quand c'est un environnement concentrationnaire comme celui-là, eh bien systématiquement une plainte est déposée soit contre l'association, soit directement contre celui qui a produit ces images. Et je crois savoir que systématiquement, les plaignants gagnent au détriment de ceux qui ont fait ces vidéos, pour dénoncer quelque chose qui est pourtant absolument inhumain. Alors, à partir de ce moment-là, je pourrais évidemment rentrer dans le débat du végétarisme, ou du véganisme, mais je ne souhaite pas en fait avoir de réponse tranchée et définitive sur ce sujet. D'ailleurs, j'aime pas forcément, j'ai pas besoin d'avoir une étiquette de végétarien ou de végétalien ou de vegan ou de flexitarien ou je ne sais quoi d'autre. Tout ça, c'est des étiquettes, c'est des tiroirs dans lesquels on se place les uns les autres pour pouvoir se repérer et se rassurer sur qui sont les autres et comment ils fonctionnent. C'est un peu liberticide en fait, parce que on a juste à incarner ce que l'on est tout simplement au quotidien, chaque jour, sans avoir à se poser des étiquettes. Donc aux yeux de certains, eh ben, je serais forcément un vegan, puisque je ne mange aucun produit animal et que j'évite même de porter quoi que ce soit qui soit en rapport avec les animaux, donc je ne porte pas de cuir par exemple. Mais pour un pur vegan, je ne serais pas vegan non plus parce que par exemple mon voisin élève des poules dans son jardin et qu'il me donne des œufs non fécondés puisqu'il n'y a pas de coque et que je les mange. Donc vous voyez, je ne suis pas un extrémiste. Je reste ouvert sur toutes les possibilités en sachant que j'ai une règle de conduite qui par contre est indéfectible, qui est celle de la souffrance animale. À aucun moment je veux être en rapport avec cette souffrance animale, avec ces porcs élevés en environnement concentrationnaire dont on coupe la queue, les testicules ou les dents sans aucune anesthésie, que l'on nourrit au soja OGM brésilien qui déforeste l'Amazonie en l'occurrence. Donc s'indigner de la déforestation tout en continuant à manger de la viande nourrie au soja OGM brésilien, c'est un non-sens. C'est soit on est contre la déforestation, et dans ces cas-là, on mange plus de viande nourrie au soja OGM du Brésil, parce que pourquoi on continue à déforester massivement l'Amazonie? Eh bien, c'est exactement pour cela, pour faire toujours plus de champs de soja transgéniques, ou pour y mettre justement des bêtes d'élevage qui seront mangées ensuite. Donc il y a une incohérence entre les deux. Si vraiment on veut arrêter la déforestation et que la planète retrouve un équilibre qu'elle a perdu, il va falloir très profondément nous questionner sur notre rapport à la nourriture et ce que l'on mange au quotidien dans les pays riches et qu'on exporte partout, parce que ce modèle du tout viande est exporté partout dans le monde et pratiquement partout dans le monde maintenant on mange de la viande et de façon surtout particulièrement excessive. Donc voilà. Donc à titre personnel, j'ai découvert une vidéo quand j'avais 20 ans, donc c'est-à-dire il y a 30 ans, donc vous imaginez, c'était il y a fort longtemps. J'avais découvert une vidéo où on voyait une vache qui ne voulait pas rentrer dans un abattoir et qui avait été carrément prise avec une espèce de treuil, et il la lâchait de 2 ou 3 mètres de hauteur, et en fait elle était agonisante au milieu de la cour de cet abattoir, et après il la traînait par les pattes pour la rentrer à l'intérieur de l'abattoir. Et quand j'avais vu la tuerie de cette
pauvre vache, je m'étais aussitôt, le jour même, décidé à ne plus manger aucun produit animal. Il y a 30 ans, c'était extrêmement difficile. Mes parents n'étaient pas du tout concernés par la cause végétarienne, bien au contraire, et on mangeait largement de la viande et du poisson à la maison, et donc ils ne cautionnaient pas du tout ma prise de position euh, contre la nourriture animale, et donc j'avais tenu quelques années, et j'avais fini par remanger de façon bien plus modérée de la viande et du poisson. Et puis, quand j'ai volé mes propres ailes et puis que j'ai refait réflexion sur tout ça, j'ai définitivement arrêté de manger quelques animaux que ce soit et aussi de porter quelques peaux d'animal ou tout ce qui pouvait être en souffrance en rapport avec leur souffrance. C'était devenu absolument primordial pour moi. Et je veux pas en arriver pourtant forcément à l'obligation de vous dire qu'il faut devenir végétarien ou vegan. J'ai rien à imposer à personne et j'ai pas de réponse définitive. Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il faut quand même vraiment rapidement tendre et commencer à limiter notre immense consommation de viande ici en Occident et dans le monde en général. Parce que ce qui est absolument certain, c'est que l'encadrement des animaux destinés à des fins alimentaires devrait être bien plus strict et sur toute la durée de leur vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la mort. Euh, voilà, je crois que nous, humains, on a ce sentiment qu'on maîtrise la nature, qu'on est au sommet de la pyramide alimentaire et que de ce droit, de ce fait, on s'autorise un tas de trucs complètement fous. Comme celui d'avoir cette lâche barbarie envers les animaux. On a tous réussi finalement ce tour de force de complètement occulter le sort du bout de viande qui se trouve dans notre assiette quotidiennement sans se demander bah, d'où il vient et ce que c'était et comment c'est arrivé là, quoi. D'une certaine façon, on ferme les yeux sur le sort absolument sordide qui a été réservé à la bête que nous mangeons chaque jour. Et je pense que si vraiment on pouvait entrer dans le secret des élevages intensifs, dans le secret des abattoirs, dans le secret du conditionnement de la viande, eh bien, je pense que aisément 50% des gens qui mangent de la viande ici arrêteraient de le faire immédiatement car ils seraient absolument horrifiés et scandalisés par nos procédés. Et parce qu'on fait à ces animaux de leur naissance jusqu'à leur mort en sachant que il y a beaucoup d'animaux qui ne naissent même pas de façon naturelle, puisque par exemple les truies sont inséminées artificiellement, les vaches aussi. Donc c'est complètement déconnecté de la vie réelle et de la nature et du monde du vivant. Et c'est vraiment le cas de le dire, manger de la viande, c'est manger de la mort, et c'est aussi manger de la souffrance. Alors, ça peut paraître être un jugement difficile et péremptoire et qui peut vous choquer. Néanmoins, c'est le constat que je fais, c'est manger forcément de la mort et de la souffrance, puisque les animaux ont eu une vie quasiment permanente de souffrance pour ce qui est des animaux qui ont été élevés en environnement concentrationnaire. Et quelques-uns auront bon le dos de me dire qu'il y a des animaux qui vivent très bien jusqu'à leur mort. Sachez par exemple que quand vous mangez du porc en France, 95% du porc consommé en France est issu d'élevage industriel et intensif. Donc il n'y a que 5% de gens qui mangent du porc qui a vécu dans la nature de façon normale. C'est peut-être un peu moins pour les vaches. Je dirais que néanmoins, dans tous les cas, aucun être vivant qui est venu s'incarner sur cette terre n'est venu pour finir traîné par les pattes dans un abattoir et être assassiné et mangé. Je crois qu'aucun animal n'est venu incarner ça sur Terre. Je pense aussi que tous les animaux sont doués d'une sensibilité, d'un amour et d'une compassion dont nous n'avons absolument pas mesure, nous autres humains, parce qu'on ferme les yeux là-dessus. Mais une vache, quand on lui enlève son veau, eh bien, elle est malheureuse, au même titre qu'une femme humaine si on lui enlève son bébé. Et ça me paraît absolument en dehors de toute normalité et des règles de vie qui nous sont proposées sur cette terre.
Donc vraiment au pire, je dirais il faudrait vraiment tendre à rendre les conditions de vie meilleures et humainement acceptables pour tous les animaux qui sont mangés, et que c'est, à mon sens, vraiment une obligation morale que de le faire. Donc produire moins et manger moins de viande, quitte à ce qu'elle soit beaucoup plus chère, mais surtout que les bêtes vivent dans des conditions meilleures, je pense que c'est vraiment un tout début de solution, et qu'il il est vraiment super important qu'il y ait au moins ce minima à respecter. Voilà. Et pour que cela arrive, eh bien, c'est notre responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire que c'est nous, consommateurs, qui faisons la donne. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à acheter du poulet, des poulets entiers à des prix dérisoires de 5 ou 6 euros qui ont été élevés en batterie, qu'on continuera à manger du porc qui a été fait de façon artificielle dans des élevages intensifs, qui a été nourri aux OGM, qui a été gavé d'antibiotiques toute sa vie, parce qu'autrement, en environnement concentrationnaire, ben, il est malade, eh bien, c'est notre responsabilité d'arrêter d'acheter ce genre de produits. Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous passer de la viande, ou quand vous pensez ne pas pouvoir vous passer de la viande, parce que c'est aussi une croyance, eh bien, il y a la solution d'en manger beaucoup moins, c'est-à-dire de ne pas en manger à tous les repas, d'en manger qu'une ou deux fois par semaine, et de manger de la qualité. Donc de vraiment s'affairer à acheter des produits dont on sait qu'ils sont bio et qu'ils respectent au maximum euh, le, le- une vie normale d'un animal, et qui limite au maximum aussi ses souffrances. Mais je crois qu'il faudra aller prochainement bien plus loin que cela et comprendre que nous ne sommes pas faits pour manger des animaux, que les animaux sont venus faire une expérience d'incarnation et d'amour sur cette planète exactement au même titre que vous et moi, et que à partir de ce constat, nous n'avons aucun droit légitime à leur supprimer la vie pour un plaisir gustatif. C'est même, quand on y pense et qu'on met ça comme ça à plat, absolument fou de penser que on élève, on produit des animaux de façon artificielle, qu'on les élève en environnement concentrationnaire dans des conditions inhumaines, qu'on les gave de produits OGM, d'antibiotiques, et qu'on les trucide dans les abattoirs juste pour le plaisir gustatif. C'est complètement fou. Au jour d'aujourd'hui, contrairement à il y a 30 ans, quand j'ai refusé de continuer à manger des animaux, il y a un choix absolument hallucinant de produits végétariens sur le marché qui permettent d'avoir de très bons repas et de très bien manger, aussi bien en termes de qualité gustative qu'en termes de qualité nutritionnelle et vitaminique, de faire de très bons repas. Moi maintenant, ça fait vraiment de nombreuses années que je suis végétarien, et j'ai aucune carence, je vis très bien, et ce que je me prépare à manger est excellent en termes de qualité gustative et nutritionnelle et de vitamines. J'ai aucune carence. Preuve en est, j'ai quand même fait des fois, j'ai quand même été déjà 4 fois dans le haut Himalaya tout seul avec mes 15 kilos sur le dos, à monter jusqu'à quasiment 6000 mètres d'altitude, et en hiver, dans des conditions extrêmement rudes. Et si j'avais été carencé par mon manque par un manque d'alimentation carnée ou animale, j'aurais, suivant les théories de tous ceux qui disent qu'on est carencé et qu'on est anémique, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. Donc c'est bien la preuve du contraire. Et pour aller beaucoup plus loin, je vous prendrai un seul et unique exemple, celui de l'ancien champion olympique, qui est un des plus grands champions de tous les temps, qui s'appelle Carl Lewis, et qui est lui-même végétarien, et qui a pourtant fait exploser un nombre de records hallucinants dans l'athlétisme mondial pendant des années, et qui ne mangeait pourtant aucun produit animal. C'est donc, euh, c'est donc possible d'y arriver, il faut pas se leurrer. C'est vraiment un mensonge que de dire que ne pas manger de viande, c'est se condamner à être anémique et en carence. C'est pas vrai. Voilà. Donc ce qui est important aussi, c'est de comprendre d'un point de vue karmique, et là c'est le côté plus spirituel, c'est d'un point de vue karmique ce qui se présente à nous lorsqu'à chaque fois qu'on mange de la viande. Et bien quand on mange de la viande, on mange un animal mort qui n'a pas voulu être tué et qui est mort dans la souffrance. Donc même un animal qui a vécu à l'extérieur, on va dire, dans la nature, sera nécessairement tué contre sa volonté et avec la peur et la souffrance. Donc c'est ça qu'on ingère quand on mange. Donc, d'un point de vue spirituel, je pense que d'un point de vue karmique, on crée vraiment quelque chose au niveau karmique, au niveau individuel comme au niveau planétaire,
en faisant ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à savoir produire des fermes concentrationnaires absolument immenses avec plus de 1000 vaches, par exemple, les vaches laitières. Je crois que c'est surtout aux Pays-Bas et aux États-Unis où il y a les plus grandes concentrations de fermes de vaches laitières qui ont carrément une puce intégrée dans leur corps pour surveiller leur taux de lactose et faire le lait le plus productif et le plus rapidement que possible, qui passent sur des immenses plateaux automatisés avec des treilleuses électroniques, tout ça surveillé depuis une salle de contrôle avec des ordinateurs. Vous avez sans doute vu aussi déjà des photos ou des vidéos de ce qu'on appelle les vaches hublots, auxquelles on a fait un trou et dans lequel on passe directement la main avec un gant. Enfin, bon, des choses absolument folles et insensées. Et, euh, et on peut aller encore beaucoup plus loin dans l'ignominie avec certaines coutumes où on mange les chiens, comme en Chine. Mais bon, c'est facile de condamner en effet le fait qu'il y a des chiens qui sont enfermés dans des toutes petites cages qu'on bafoue et qu'on torture pour les manger, alors qu'on fait exactement ici la même chose avec les poulets, les cochons, les vaches. Il n'y a pas de différence à faire. Je veux dire, votre chat ou votre chien domestique, il a exactement le même droit d'existence, le même droit au bonheur, le même droit de partager, le jeu et le bonheur avec ses congénères. Une poule a le droit d'aimer ses poussins jusqu'à temps qu'ils grandissent et qu'ils volent de leurs propres ailes, exactement comme nous autres humains. Donc juger les coutumes des autres parce qu'ils mangent tel ou tel animal plutôt qu'un autre, ça me paraît un non-sens. Aucun animal n'a envie d'être élevé en environnement concentrationnaire, aucun animal n'a envie d'être gavé pour être tué, aucun animal n'a tout simplement envie de finir dans votre assiette. Ça, c'est une certitude. Et, euh, et je pense qu'il est vraiment très important qu'on se rende compte à quel point on construit un karma hyper difficile et qui va nous être compté à un moment ou à un autre. Et ce moment ou autre, en fait, il est extrêmement proche. Je pense que euh, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet et donc je reprends cette théorie que je crois être vraiment la bonne, à savoir que cette pandémie de Covid-19 et toutes les pandémies qui vont venir, parce qu'il va y en avoir un paquet d'autres, euh, eh bien, elles sont éminemment dues à deux choses. La première, c'est notre irrespect total pour les lois de la vie et de la nature en général. L'homme s'est cru au-dessus des lois de la nature, il a pensé maîtriser la nature par la science, et on voit bien le résultat au jour d'aujourd'hui, et donc ça va forcément nous coûter très cher d'un point de vue karmique, et donc d'un point de vue aussi pragmatique et réel dans notre quotidien. Et le deuxième point hyper important, qui est à mon avis aussi le point de départ de ces pandémies, et le point à venir de toutes les prochaines pandémies qui seront de plus en plus accentuées et difficiles à supporter pour nous autres êtres humains, eh ben c'est éminemment notre rapport au règne animal, notre façon de traiter les animaux, et surtout de les maltraiter, de les, une fois de plus, de les élever, de les nourrir aux OGM, de les remplir d'antibiotiques et de les tuer comme nous le faisons. Tout ça a un poids karmique absolument hallucinant pour l'humanité, et on ne peut plus continuer à fermer les yeux sur cette situation, parce que plus on va repousser notre prise de conscience de cette réalité, et plus les conditions pour nous autres vont se durcir, et vous verrez que l'humain se croyant au sommet de la pyramide de la pyramide alimentaire, et aussi de la pyramide tout court du règne terrien, va vite s'effondrer, et la nature va très rapidement reprendre ses droits, et tout ce karma accumulé sur notre irresponsabilité et notre folie destructrice de la terre et des animaux va nous retomber sur la tête. Voilà. Je vais finir ici cette vidéo. Il y a encore évidemment plein d'autres choses à dire, mais je ne veux jamais faire des vidéos trop longues. Donc, je conclurai quand même en disant que dans beaucoup de livres sacrés, y compris la Bible, il est mentionné qu'on n'était pas du tout fait à la base pour manger des animaux. C'est écrit même dans la Genèse, lorsque le premier déluge intervient, et bien quand Noé retourne sur Terre après le déluge, il est fait ce constat que nous n'avons pas respecté le cahier des charges de notre spiritualité lumineuse d'être d'amour et de compassion, et que du coup on mange des animaux, quoi. Mais initialement,
au Jardin d'Éden, il n'a jamais été question de manger des animaux, c'était absolument inutile. Et on pourrait aller encore beaucoup, beaucoup plus loin, hein. Je vous invite à découvrir ce que sont les jaïnistes ou les respirationnistes qui poussent le concept encore plus loin. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. En tout cas, le jaïnisme est très intéressant dans le sens où les jaïnistes ne mangent que des fruits quasiment, parce qu'ils n'arrachent rien de la terre, ils ne prennent que ce que la terre donne. Voilà. Donc par exemple, tous les fruits, et ben, quand ils arrivent à maturité, les arbres les donnent et ils tombent au sol autrement et ils retournent à la nature. Donc là, il est possible de les manger directement en ayant la certitude qu'il n'y a aucune souffrance. Parce que j'ai souvent, évidemment, de la part de ceux qui trouvent ça ridicule d'être végétarien ou vegan, les réflexions de la fameuse carotte qui crie quand on la coupe ou qui souffre. Alors oui, s'il faut aller jusque-là, eh bien déjà j'invite ceux qui font ce genre de remarques aux véganes et aux végétariens, bah, déjà d'arriver à ce niveau-là, d'arrêter de manger de la viande et du poisson, parce que ce qu'on sait avec certitude d'un point de vue scientifique, c'est que quand on tue un animal, eh bien, il a un cerveau et un système nerveux, et donc il est beaucoup plus apte à ressentir la souffrance qu'une carotte ou une pomme de terre, avec certitude, mais donc déjà, arrivons déjà jusqu'à ce niveau de conscience de la problématique de la souffrance des animaux et d'éradiquer complètement et définitivement la souffrance animale en mangeant déjà des fruits et des légumes. Et ensuite, on pourra peut-être aller encore plus loin, en effet, en ne mangeant que des fruits et en ne prenant que ce que la Terre nous offre, en étant sûr qu'il n'y a pas de souffrance et il n'y a pas de problématique karmique à arracher une carotte ou une pomme de terre. Et au-delà de ça encore, il y a peut-être eh bien, le concept de ceux qui parlent de se nourrir essentiellement du prana qu'il y a dans l'air et de la lumière du soleil. Pourquoi pas, tout est ouvert, tout est possible. Rien n'est à jeter au feu, rien n'est à condamner. Tout est à observer, à expérimenter avec raison et intelligence. Voilà ce que je crois. En tout cas, là, aujourd'hui, avec cette pandémie de Covid-19, ces virus qui se développent à vitesse grand V, je crois que l'être humain est vraiment face à sa réalité, face à ce qu'il a fait de la Terre, face à toutes les souffrances qu'il a infligées aux trois règnes, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral, parce qu'on est arrivé vraiment au bout de cette logique de l'homme qui domine tout et qui croit pouvoir transcender et dépasser les lois de la Terre. Ce n'est pas possible, nous sommes nous sommes tous connectés autant entre humains que connectés avec le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Tout ça ne fait qu'un, tout ça est unifié, tout ça est interconnecté. Et si on brise un maillon de la chaîne, comme on est en train de le faire, on l'a fait, c'est même trop tard, et ce maillon il est brisé, eh bien il nous faudra du temps pour le reconstruire. Et pour commencer à le reconstruire, eh bien, il faut déjà arrêter de continuer à grignoter les autres maillons qui se présentent à nous de façon inconsciente et inconsidérée. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, et puis comme à mon habitude, je vous souhaite le meilleur en tout temps et en tout lieu en vous disant à très bientôt. Merci beaucoup de me suivre et à bientôt. Au revoir.